Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Se déconnecter pour ne pas penser l'impensable, pour ne pas devenir fou, pour survivre, tout simplement. Mais comment continuer à avancer quand l'agression, l'accident, la catastrophe naturelle, le deuil ou un événement violent que l'on a subi ont développé en nous des symptômes traumatiques et émotionnels, envahissants et durables ? Comment identifier ces cicatrices, parfois invisibles, qui nous empêchent de vivre ? Fort de son expérience clinique et des dernières avancées en neurosciences, mon invité nous avait partagé son livre « Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime ». Dans une nouvelle édition augmentée de ce livre déjà best-seller et traduit, il me disait hors antenne, dans plusieurs langues, il nous propose de comprendre les mécanismes de la mémoire traumatique et nous donne des clés pour mieux se reconstruire. Je suis ravie d'accueillir le médecin psychiatre et docteur en neurosciences, David Gourion. Bonjour. Bonjour Anne Guettière. Alors, bonjour. Dans un précédent podcast, vous étiez venu nous parler de votre protocole de ce livre, puisque comme je viens de le dire, c'est une nouvelle version augmentée qui parle et qui a rajouté les traumas. Vous allez nous expliquer pourquoi vous l'avez rajouté après. Mais avant ça, vous nous parliez dans ce livre de vos protocoles pour soigner le stress, TOC, angoisse et déprime. Alors pourquoi vous teniez à rajouter la question du trauma dans cette nouvelle version? Est-ce que c'est une demande de vos lecteurs ou ça manquait peut-être un peu à ce livre? Merci de m'accueillir. Ça avait été un plaisir la première fois et je suis vraiment ravi, honoré de participer à nouveau. C'était à la fois dès le départ, en fait, le protocole avait été écrit. Ce protocole sur la gestion de la mémoire traumatique avait été écrit dès le départ. Et puis finalement, nous nous étions dit que pour une méthode simple, ça faisait peut-être beaucoup et que ça alourdirait un peu l'ensemble. Et puis finalement, face à la demande et puis peut-être face aussi à la réalité de la violence du monde, hélas, entre les guerres, les catastrophes, puis simplement la violence ordinaire, de ce que vivent les uns et les autres, on s'est dit qu'il était vraiment utile de rajouter ce protocole. Donc c'était à la fois ça faisait partie du projet de départ et puis finalement on l'avait un peu laissé de côté et on s'est dit que c'était vraiment essentiel de pouvoir le traiter, aussi de proposer des outils, des protocoles assez simples qui évidemment ne remplacent pas une prise en charge mais peuvent déjà donner des premiers outils. Bien sûr. C'est bien de le rappeler, sachant que la prise en charge est parfois un peu difficile en France et puis dans d'autres pays européens. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces outils. Je rappelle quand même que nous avions fait déjà 2 émissions ensemble, Guérir nos âmes blessées et Anti-stress, soigner l'anxiété et la déprime. Pour celles et ceux qui auraient envie de poursuivre cette discussion et ces dialogues avec vous. Alors, on va parler du stress post-traumatique, du trauma. Mais avant ça, peut-être, faisons un récap de la méthode anti-stress. Et vous dites qu'il passe par une prise de conscience vraiment profonde des mécanismes psychiques qui sont à l'œuvre et à l'origine
d'un stress excessif. Et quelque part, ce que vous souhaitez, c'est lever en fait cette emprise, l'emprise en fait de ce stress, de ces ruminations. Est-ce que vous avez envie de nous brosser un petit panorama de ces principes de la méthode quand même? Oui. Alors vous l'avez déjà parfaitement bien introduite. L'idée c'était de déconstruire cette mécanique du stress et des ruminations dans laquelle le monde nous plonge. Et j'avais donc proposé une méthode très simple qui correspondait finalement à l'équivalent de 7 séances chez le psy, mais qui là en l'occurrence se font avec un livre. Donc 7 séances de lecture. La première séance qui s'intitule Vous n'êtes pas le valet de vos soucis avait pour objectif d'aider à déconstruire la problématique des ruminations. On est sans arrêt pris par les soucis qui arrivent en salve et on est tout le temps sans arrêt sollicité et avec cette impression qu'on doit y répondre en permanence. Et là, l'idée finalement, c'était de dire, mais en fait, on est tout à fait capable, par exemple, dans nos activités professionnelles, de recadrer les choses. On n'est pas multitâche à l'infini, on peut pas tout faire tout le temps. Eh bien, faisons pareil avec nos ruminations, essayons de les cadrer, leur donner rendez-vous d'une certaine façon sur des moments et des temps dédiés. Il ne s'agit pas de ne pas penser aux problèmes, il faut les régler, mais pas en permanence tout le temps, en permanence, nuit et jour, etc. Donc ça, c'était l'objet de cette première séance. La deuxième séance, c'était d'essayer là encore, de déconstruire ce mode de fonctionnement que nous avons souvent, qui consiste à prédire, à anticiper l'avenir. Notre cerveau est une machine incroyable qui tente de prédire en permanence, de comprendre le monde et de tenter de le prédire, et qui finalement le fait assez mal. Il suffit de jouer au loto pour s'en rendre compte. On prédit mal, et pourtant on est sans arrêt en train d'essayer de prédire les soucis qui ne sont pas encore arrivés. Donc l'idée c'était les problèmes qui n'existent pas encore ne vous concernent pas. Et je m'étais beaucoup inspiré d'ailleurs de cette phrase de Mark Twain qui me fait toujours beaucoup sourire. J'y repense régulièrement quand je suis un peu pris dans mes ruminations. Mark Twain disait: j'ai eu énormément de soucis dans ma vie, la plupart ne sont jamais arrivés. La séance 3, c'était avec l'humour qu'on lui connaît. La séance 3, c'était détecter les fake news de notre cerveau qui nous proposent sans arrêt des sortes de théories un peu bizarres, de théories du complot angoissantes sur ce qui va se passer, pas arriver, etc. Et puis bon, je vais pas tout redétailler, mais l'idée c'était, à travers ces 7 séances de lecture, de faire un peu l'équivalent d'un début de thérapie, en tout cas de l'acquisition d'outils simples pour essayer d'apaiser un peu. En tout cas, ce que vous dites est très important. J'aime beaucoup cette idée de prise de conscience, de voir un peu l'intérieur du moteur, l'intérieur du mécanisme. Et déjà en prendre conscience, c'est en être un tout petit peu moins prisonnier peut-être. Oui, en le repassant en revue, parce qu'évidemment j'avais préparé l'interview précédente, mais qui date d'il y a un peu plus d'un an, je crois. Et donc là, je me suis replongée pour cette interview dans votre livre. Et c'est vrai que quand on a des comportements stressants ou compulsifs, il y a toute une méthode aussi autour, par exemple, du grignotage compulsif, etc. Dans votre livre, de pouvoir le verbaliser, cette conscience en fait de notre problème, permet déjà de faire un premier pas. Alors évidemment, on sait que c'est pas suffisant, qu'ensuite il faut cranter sur autre chose, mais ça permet de pouvoir se le dire à soi-même, peut-être le dire aux autres, le verbaliser. Effectivement, c'est très important. On va voir si c'est la même chose pour le sujet du trauma, qui est peut-être encore un peu différent. Alors, quand on parle du traumatisme, nous le définir, de quoi parle-t-on? Parce que c'est un terme qui peut être un peu galvaudé. On parle des traumas, du trauma, etc. Mais ça concerne quoi? Est-ce que ce qu'on appelle aussi des blessures, des événements négatifs répétitifs, des brimandes, est-ce que tout ça, ça fait partie de trauma? On a envie un peu de tout savoir. Alors merci pour cette question, parce que elle est super importante, elle est centrale, hein. En effet, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Ce sont les psychiatres militaires qui ont commencé à travailler sur le psychotrauma. Les psychiatres militaires, Première Guerre mondiale, puis Seconde Guerre mondiale, parlaient de névrose de guerre et décrivaient ces symptômes des soldats traumatisés qui revenaient parfois complètement fous de champs de bataille avec des tableaux cliniques absolument dramatiques et souvent chroniques, incurables. Et puis
les choses se sont affinées avec la définition de ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique ou trouble de stress post-traumatique, avec cette idée centrale qui définissait le facteur traumatique comme, s'il fallait le dire simplement, une rencontre avec la mort. Une rencontre avec la mort, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une agression physique, et puis ça s'est étendu. Ça peut être aussi l'atteinte à son intégrité physique ou psychique. Les situations de viol, d'agression sexuelle correspondent. Et finalement, les choses se sont étendues jusqu'à l'idée que, au fond, rencontre avec la mort, rencontre avec une situation de perte d'intégrité, de danger extrême, mais au fond, on peut aussi être tout à fait traumatisé quand ce type de situation-là arrive à un proche, un très proche, et on peut aussi avoir, d'une certaine façon, intériorisé le traumatisme de la personne que nous avons. On connaît ça d'ailleurs bien chez les soignants, chez les psys qui, lorsqu'ils ont à soigner beaucoup de victimes, je pense aux collègues qui ont soigné les femmes qui revenaient du Rwanda dans les instituts du psychotrauma, ou plus récemment dans les situations humanitaires ou à Gaza, et qui souffrent de ce qu'on appelle un trauma vicariant. Le trauma vicariant, c'est j'écoute toute la journée des victimes parler de situations absolument dramatiques, de viols, de choses épouvantables, et je vais finir moi-même en tant que psy par commencer à avoir des cauchemars et à visualiser, peut-être même des flashbacks. C'est-à-dire, on n'est pas très loin de la clinique du psychotrauma. Donc, on part de situations au départ qui sont des situations de guerre extrêmement lourdes, violentes, et de traumas répétés. Les gens qui revenaient des tranchées, c'était plusieurs années de traumas épouvantables répétés, jusqu'à arriver à des situations, en réalité, ce qui va être déterminant, c'est le trauma, mais aussi le vécu subjectif, puisqu'on le vit chacun différemment. D'accord, donc ça c'est intéressant d'avoir effectivement tout ça en tête. Dans cet épisode, on va vraiment s'intéresser à comprendre comment agir en cas de trauma, ce que c'est que l'état dissociatif, faut-il revenir sur un trauma, et puis ensuite trouver des solutions pour tenter de cheminer vers la guérison, évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous égaux dans nos réactions après un accident, une agression, un événement violent ? Est-ce qu'il faut se tourner du côté des gènes ? Est-ce qu'il faut se tourner du côté des épreuves, justement, comme vous l'avez dit, répétées, cumulées de l'enfance ? Voilà, et puis il y en a encore un troisième, et puis les stratégies pour surmonter le choc, nous expliquer un petit peu ce qui fait qu'on est résilient finalement ou pas après un trauma, bien que ce mot, encore une fois, peut être aussi galvaudé. Donc on va peut-être un peu le mettre de côté, mais en tout cas, voilà. Oui, alors, d'abord, une donnée statistique. Quand on est exposé à un facteur traumatique majeur, je sais pas, on est dans le métro, il y a une bombe ou un accident de car ou ce genre de choses-là, environ 50% des gens qui ont subi ce facteur traumatique massif, qui ont donc failli mourir et été exposés à la mort ou rencontré la mort, environ 50% des gens vont développer un état de stress post-traumatique, c'est-à-dire un état durable dans le temps. Tout le monde est choqué, évidemment, quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, mais chez certains, ça va durer, et ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Eh bien, un trouble va s'installer avec des symptômes comme des flashbacks, c'est-à-dire j'ai l'impression de revivre la scène comme si elle pouvait se présenter dans ma mémoire en permanence, des cauchemars répétitifs, épouvantables qui peuvent me réveiller, mais aussi un sentiment d'insécurité permanente. J'ai l'impression que le monde est dangereux, ça peut recommencer à n'importe quel moment, je deviens hyper vigilant, je surveille tout, et cet état-là est épuisant, parce que quand on est en permanence sur le qui-vive, eh bien, on finit par développer des problèmes de concentration, de fatigue, des problèmes de dépression, parfois des problèmes d'addiction, etc. Donc, on peut être dans des troubles qui sont extrêmement invalidants chez des personnes qui, parfois, vont pas perdre uniquement le sommeil et la santé, mais aussi leur travail, leur couple, leur famille, énormément de choses. Donc, ça peut être vraiment des maladies chroniques et graves, et qui sont difficiles à soigner. Ça fait partie des troubles pour lesquels il faut quand même savoir que la première cause de décès chez les soldats, c'est le suicide, à cause de ces fameux troubles de stress post-traumatique chronique
et toutes les conséquences négatives. Alors pourquoi 50%? Pourquoi certaines personnes? Je reprends l'exemple de ce couple qui vit un accident de voiture dramatique avec les enfants à l'arrière. Monsieur va développer un trouble de stress post-traumatique puisque l'accident est dramatique, les enfants meurent. Et par contre, madame, alors qu'elle a vécu la même situation et aimait tout autant ses enfants, elle ne va pas développer, va être extrêmement choquée, va vivre un deuil terrible, mais ne va pas développer ce fameux trouble de stress post-traumatique. Et ça, c'est une vraie question qui passionne les chercheurs. Quels sont les facteurs de risque et quels sont à l'inverse aussi les facteurs de résilience qui font qu'on peut échapper et pas être dans les 50% qui vont rentrer dans une trajectoire très difficile ensuite. Alors il y a plusieurs facteurs, vous les avez déjà évoqués. On n'est pas tous égaux face au stress. On le voit chez les bébés. Les mamans qui ont eu plusieurs enfants, plusieurs bébés, savent que certains tout petits étaient hyper réactifs face au stress et d'autres un peu moins. Donc on sait qu'il y a des facteurs génétiques de réactivité émotionnelle face au stress qui font qu'on n'est pas tous égaux. On sursaute pas tous de la même façon quand il y a un bruit. On connaît tous des gens qui sursautent très facilement, etc. Donc il y a quand même quelque chose déjà de base, de physiologique. On n'a pas tous eu la même histoire. Si on a déjà vécu une histoire traumatique, on a été maltraité durant l'enfance, on a déjà vécu des agressions, des choses comme ça, on est peut-être plus vulnérable. Si on souffre d'addiction, de difficultés, de troubles anxieux, on est peut-être plus vulnérable. Et puis ce que les chercheurs ont pu montrer aussi, c'est que ce qui va se passer au moment du trauma, la façon dont on le vit, va être déterminante, et ce qui se passe pendant les heures qui suivent le trauma va être déterminant dans la genèse ou pas de cet état de stress post-traumatique. Et ça, c'est assez passionnant parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire la prévention du trouble de stress post-traumatique au même titre que quand quelqu'un commence à avoir un début d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, à dire tiens, j'ai un peu de mal à parler, je commence à sentir mon côté gauche ou mon côté droit un peu bizarre, je perds de la force, etc. On sait qu'il faut tout de suite maintenant à faire le 15 et qu'il y a des stratégies pour éviter ou limiter le risque d'AVC. Eh bien, on est en train de travailler avec les chercheurs sur quand quelqu'un vient avec un facteur traumatique, un accident de voiture, un viol, etc. aux urgences ou voir un médecin. Dans les premières heures, y a-t-il des stratégies qui permettent d'éviter ou de limiter en tout cas le risque d'évolution vers ces maladies chroniques redoutables que peuvent être les traumatismes. Et notamment dans la période quand on vit un facteur très traumatique, évidemment notre cerveau ne fonctionne pas sur le mode habituel. Il y a un tel niveau d'intensité émotionnelle, exactement, qu'il y a une forme de débordement. On s'est tous sentis débordés dans certaines situations, mais là, on est au-delà du débordement émotionnel habituel. On est dans quelque chose qui peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un état de dissociation. Un état de dissociation, c'est un état dans lequel c'est un peu comme quand on appuie, c'est comme quand il y a un bug sur l'ordinateur, vous savez, l'écran bleu, d'un seul coup, ça fonctionne plus comme d'habitude. Et les gens vont dire, c'était très bizarre, j'étais en pilote automatique. Parfois même, j'ai zappé toute une partie. Maintenant, les gens ont bien entendu parler de ce que c'est que l'amnésie traumatique. Eh bien, d'un seul coup, il y a un halo, un brouillard. J'étais ailleurs, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs, on forme les policiers pour leur dire arrêtez de demander aux victimes, aux femmes qui ont subi un viol, pourquoi elles ont pas fait une prise de karaté à leur agresseur, parce que personne ne peut faire ça dans ces situations-là. On est complètement hagard, on est hébété, on est parfois même ailleurs, et dans un état psychique dissocié, c'est-à-dire qui n'est absolument pas l'état de traitement d'information habituel du cerveau. Et donc quand on est dans cet état-là, certains sont tellement dissociés, certaines victimes sont tellement dissociées, on sait que la dissociation est un facteur qui augmente le risque d'évoluer vers un état de stress post-traumatique et vont errer comme ça, un peu comme des zombies pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et on s'est rendu compte, les recherches ont montré que si on arrive à aider les gens à sortir de cette dissociation rapidement, ils ont un peu moins de risques, ils ont clairement moins de risques de développer un stress post-traumatique plus tard. Et on a pu montrer aussi que les personnes qui arrivent à ne pas être dissociées, alors on choisit pas, c'est pas un choix, mais qui sont actives ou qui ont le sentiment d'avoir été actives
pendant la situation traumatique, ont moins de risques. Je reprends l'exemple du couple qui a vécu ce drame. Eh bien, madame, elle a réussi à sortir, à s'extraire de la voiture, à essayer. Elle n'a pas pu sauver les enfants, mais elle a essayé. Elle a été active alors que lui, monsieur, était complètement dissocié. Et ça a sans doute joué un rôle dans l'évolution puisque elle ensuite a été bien moins, a pu reprendre son activité professionnelle quelques semaines après, etc. Donc le fait d'avoir été actif, et donc l'idée et les travaux de recherche ont porté sur ce sujet, c'est quand on vit un facteur traumatique, est-ce que dans les minutes ou les heures qui suivent ce facteur traumatique, on peut aider les victimes à ne pas entrer, ou en tout cas à sortir d'un état de dissociation et à avoir moins de risques ensuite d'avoir tous ces symptômes qui peuvent durer sur la vie entière. Et donc j'ai essayé de proposer dans ce protocole une gestion de l'épisode aigu, parce que le stress post-traumatique, c'est un état chronique, c'est ce qu'on voit qui s'installe et qui va durer des mois ou des années. Mais là, l'idée, c'est, avant même d'avoir développé ça, est-ce qu'on peut faire de la prévention et de proposer des outils pour ramener, ce qu'il fallait le dire simplement, pas rentrer dans le détail du protocole, mais ramener la personne ici et maintenant, pas tellement dans les émotions, pas tellement dans raconter. Ça, c'est très important. On fait attention aujourd'hui. On a beaucoup dit longtemps, il faut faire du débriefing des victimes. On sait aujourd'hui que le débriefing, ramener trop les gens dans l'émotion, ça les dissocie en fait. Et que quand elles vont raconter aux urgences, puis ensuite à la police, puis ensuite à leurs amis, refaire du débriefing 1 fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, ça augmente leur risque d'état de stress post-traumatique. Donc on forme aussi les policiers et les urgentistes pour dire attention, faut pas faire raconter 150 fois, et surtout pas n'importe comment. Et c'est pas tant du côté des émotions que du côté de ramener dans l'action. Parfois, la victime qui est sur un lieu d'accident de voiture, on va lui donner une tâche très simple. On va lui dire, tiens, on va appeler les pompiers, vous allez secouer les bras, et ça va aider les pompiers à repérer le lieu de l'accident, et ça va beaucoup nous aider. Et en fait, ça aide la victime, parce que la victime qui est traumatisée et dissociée, c'est beaucoup plus efficace de lui faire une action simple qui va aider, plutôt que de lui dire, asseyez-vous, on va vous mettre une petite couverture sur les épaules et prenez une tisane, parce que quand on fait ça, on croit bien faire, on est là, on la réconforte, en réalité elle est complètement dissociée, elle est ailleurs, alors que quand on la ramène de façon presque un peu rude dans ici et maintenant, vous allez nous aider, vous allez faire ça, on la ramène dans l'ici et maintenant, on la ramène dans l'action, elle revient au réel, elle est moins dissociée, et donc elle est capable de mettre une fin à l'épisode, parce que le stress post-traumatique, c'est au fond, mon trauma n'a pas de fin. Je reste bloqué le jour J de mon accident de voiture, de mon viol, de la situation traumatique que j'ai vécue, comme si c'était toujours là, comme si c'était toujours aujourd'hui, comme si ça allait recommencer. Et ça peut durer la vie entière. Alors, ce qu'on veut, c'est que la personne, elle puisse intégrer une sorte de timeline de l'épisode. Il y a eu un début, il y a eu un déroulé, mais il y a eu une fin. C'est terminé, j'en suis sorti. Et c'est pas juste de le savoir, les gens sont pas idiots, ils le savent intellectuellement, mais c'est très difficile à intégrer émotionnellement. Vraiment, seuls les gens qui ont vécu un trauma peuvent, les auditeurs qui ont vécu ça comprennent ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que quand le trauma n'a pas été traité et qu'il est toujours très inscrit dans cette mémoire traumatique, eh bien d'une certaine façon, on y est toujours un peu bloqué. On est toujours, la vie continue, mais on est toujours le jour J de l'épisode, et c'est comme si ça pouvait recommencer sans arrêt. Donc là, l'idée du protocole, c'est de ramener tout de suite en aigu déjà les gens dans l'ici et maintenant. Et ça, on peut le faire aussi bien des soignants qui nous écouteraient évidemment avec ce protocole, que tout à chacun qui se retrouve. Depuis que j'ai lu votre livre, j'ai eu l'occasion une fois de le pratiquer avec une personne proche de moi, pas dans une situation dramatique, mais quand même un peu traumatisante. Avec ces mots, vous dites des mots qui ramènent au présent, c'est-à-dire maintenant tout va bien. Enfin, vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, cet état de dissociation dans lequel on est quand on vit un traumatisme, c'est pas très éloigné d'un état d'hypnose. On est presque dans un état on est dans un état altéré de conscience, et donc extrêmement fragile et donc extrêmement vulnérable. Je disais attention à pas faire du débriefing à la sauvage, mais parfois simplement être là, ramener la personne, lui prendre la main et lui dire c'est terminé maintenant, voilà ce qui s'est passé, ça a commencé à telle heure, maintenant il est 17h et c'est terminé, et le répéter un peu en boucle.
eh bien, c'est presque un peu comme de l'hypnose, c'est aider la personne à rapidement prendre conscience du fait, je redis que l'événement traumatique ne va pas durer à l'infini, mais est terminé. Parce que c'est pas pareil, le monde dangereux tout le temps et le monde a été dangereux. À un moment donné, j'ai rencontré la mort ce jour-là, à ce moment-là, à cette heure-là, mais ça n'est pas quelque chose qui est ensuite permanent toute ma vie. Et dans cette fenêtre d'hyper-vulnérabilité, les phrases, les mots que vous allez pouvoir dire, ce qui va aider la personne à donner du sens plus tard aussi à cet événement, bien tiens, regardez, vous êtes en train de nous aider, ce que vous faites, c'est précieux, ça nous aide, etc. Cette question du sens, on va sans doute y revenir parce qu'en réalité, ces moments traumatiques, ça casse pas simplement le sentiment de sécurité dans le monde. Hein. On vit le monde, les gens qui ont la chance de pas avoir vécu de facteurs traumatiques ont un sentiment de sécurité. On vit le monde comme voilà, ce qu'on nous a raconté, les contes de fées. Le monde on est en sécurité. Et quand d'un seul coup, le réel fait irruption dans votre vie avec une violence telle que ça implique de réécrire une nouvelle histoire. Vous pouvez pas continuer l'histoire dans laquelle vous étiez. Et souvent, la nouvelle histoire, vous êtes perdu dedans et elle n'a aucun sens. Et ça vous arrive à vous ou à un proche, d'un seul coup, comment je peux expliquer que ma femme ou mon fils, c'est tellement absurde, et eu un accident et je vais plus jamais la voir ou plus jamais le voir et je me refais l'histoire à l'infini et si ce jour-là, j'avais dit ça, j'avais fait ça, voilà, la victime, elle est là-dedans. Le monde a perdu son sens, c'est totalement absurde, c'est incompréhensible, il n'y a pas de réponse au pourquoi et pourtant je vais rester bloqué dans ce pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi elle, à aider et si on avait fait ça, et si on avait dit ça avec des chaînes de culpabilité absolument monstrueuses qui tournent en boucle parfois pour très 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 longtemps. Et c'est ça qu'il faut essayer très vite de déconstruire parce que en réalité, on n'a pas de réponse à ça. Les seuls qui peuvent avoir des réponses à la question de l'absurdité de la violence du monde, c'est les gens qui ont une croyance religieuse, une spiritualité qui va permettre de donner du sens. Mais même en ayant une religion, une spiritualité, parfois on peut perdre un enfant. Comment on explique ça? Comment Dieu, même si on croit en Dieu, comment Dieu peut-il accepter, cautionner ça? Et puis on rentre dans des tourbillons infernaux. Et là, si vous avez la possibilité d'être présent auprès de la victime, parce qu'il y a quand même un grand sentiment de solitude dans ces moments-là. Déjà, d'avoir quelqu'un qui est là et qui est présent, qui incarne quelque chose, qui ne vous dissocie pas plus en vous en raconter, parce que ça va redissocier, ou en vous laissant sous une petite couverture, mais qui au contraire vous secoue un peu avec bienveillance mais fermeté, vous ramène. Déjà, vous êtes un peu moins perdu, vous êtes un peu moins hypnotisé, un peu moins zombifié. Vous revenez dans ici et maintenant. Les mots que cette personne va vous dire, c'est des mots qui vont rester gravés souvent à vie. Souvent à vie, moi, pour avoir assisté ou avoir aidé des personnes qui vivaient des moments comme ça, je peux vous dire qu'elles vous ressortent. Vous avez vous-même oublié la phrase. Elles vous ressortent cette phrase-là 3 ans, 5 ans, 10 ans après en disant « ça m'a beaucoup aidé ce que vous m'avez dit à ce moment-là ». Et donc, il faut essayer, mais avec des mots très simples. Faut pas raconter de salade. Hein. Souvent, les gens partent dans... faut juste être là. Voilà, je suis là, c'est terminé maintenant. Tu es en sécurité maintenant. Regarde ce que tu as fait, c'est hyper important. Ça a pu aider. Et ces mots-là vont pouvoir aider. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est une thématique qui me tient énormément à cœur parce que je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de souffrance. Et parfois, en voulant aider, on fait un peu l'inverse. Je parle aussi beaucoup des mauvaises stratégies. Les mauvaises stratégies, je redis, c'est les débriefings sauvages. On fait raconter les émotions, mais ça, on a longtemps pensé que ça aidait, mais en fait, parfois, ça peut aggraver. On a longtemps, surtout, vas-y, raconte-moi les détails, etc. Bah non, parfois, faut pas. Les techniques qui vont aider, c'est plutôt les techniques que les professionnels vont utiliser, comme le MDR et d'autres, ou les protocoles que je décris. Et puis, parfois, on va donner des conseils qu'on croit être les bons. Tiens, prends un petit verre de whisky, un petit verre de cognac. Ben, on sait que l'alcool, ça augmente le risque de mémoire traumatique. On a longtemps prescrit aussi les tranquillisants, vous savez, les benzodiazépines, les Lexomil, Valium, un petit Lexomil, un Xanax. On a des données de recherche qui montrent que ça augmente la mémoire traumatique. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur des stratégies un peu différentes qui sont déjà ne pas aggraver les choses et essayer de ramener la personne dans l'ici et maintenant. Et puis ensuite, si elle a besoin, évidemment, d'avoir accès à des professionnels de santé mentale bien formés au psychotrauma. Au psychotrauma.
Ça, c'est important de le redire. Alors, juste un petit truc, effectivement, quand la victime, on la met soit sous la couverture, soit on lui dit d'agiter les bras, quand on est bien sûr qu'elle n'est pas en danger physique et qu'elle va bien. Enfin, qu'elle va bien sur ce plan-là. Exactement. Puisque vous avez dit, évidemment. voilà, on l'envoie faire une tâche, mais il faut qu'elle soit, voilà, il faut qu'on se soit assuré que. Exactement, on reste avec elle, évidemment. Je le redis juste, ça tombe sous le sens, mais vous avez voilà. raison, et c'est hyper important de le préciser. Il faut éviter de rajouter du trauma au trauma, parce que les victimes qui sont dissociées, c'est hyper important en fait. Hein, c'est pas du tout trivial de le rappeler. Faut pas oublier qu'on va leur demander, par exemple, d'aller aider quelqu'un. Elles sont toujours dissociées, donc un peu hypnotisées, donc elles peuvent faire n'importe quoi, y compris aller marcher au milieu de l'autoroute. Donc c'est pour ça que leur demander d'aider, oui, mais de façon très simple et très encadrée. On reste à côté. C'est ça. Donc, alors le paradoxe quand même, c'est que souvent la victime d'une agression ou d'un trauma, on va lui demander, comme vous l'avez dit, de débriefer. C'est-à-dire que si elle porte plainte, forcément quelqu'un va lui demander de raconter l'histoire. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas formés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, y compris même en tant que parent? Il arrive quelque chose à un de nos enfants, on veut savoir ce qui s'est passé, on veut un peu reconstituer l'histoire pour comprendre, et on va forcément lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on rentre un peu dans une zone un peu grise, là. Oui, alors, bon, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, les équipes sont mieux formées. Évidemment, aux urgences, et alors quand on peut avoir accès à des équipes spécialisées, psychotrauma, il y en a de plus en plus, des cellules, et puis il y a les CUMP, les cellules de crise du SAMU, etc., qui sont parfaitement formées à ces stratégies-là. On forme aussi mieux la police, les pompiers, les collègues urgentistes. Voilà, quand on tombe, et là ça peut arriver sur quelqu'un qui n'a pas été formé, et qu'on se rend compte que l'interrogatoire, que ce soit un interrogatoire médical ou un interrogatoire policier, va recréer de la dissociation, et ça on le voit tout de suite, c'est-à-dire que la victime, elle se redissocie, elle redevient un peu zombie. Elle est à nouveau ailleurs, elle est à nouveau précisément dans sa mémoire traumatique, elle est en train de revivre le trauma. Et donc ça se voit parce qu'on se rend bien compte qu'elle est là sans être là. On a tous ça parfois quand on est fatigué. Hein. On a tous eu des moments où on regardait la télévision, on sait plus très bien ce qui s'est passé les 10 dernières minutes. On n'était pas totalement endormi, mais on n'était pas totalement réveillé. C'est ça un état altéré de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? On en vit tous à un certain moment. Il y a tous des moments, on a tous eu des moments un peu hypnotiques. On a tous eu des moments pas très éloignés de la transe. Il suffit d'aller danser longtemps sur certaines musiques et on est dans des états un peu altérés de conscience. Il suffit de courir. Ceux qui sont adeptes de etc. savent ce que c'est. Mais si on se rend compte que l'enfant que nous avons ou notre ami que nous accompagnons est en train de se dissocier, je crois que c'est très important de prévenir le médecin ou le policier que là, l'interrogatoire est en train d'aggraver les symptômes et que ce serait peut-être bien de faire une pause et de reprendre à un autre moment ou un autre jour la suite de l'interrogatoire, parce que redissocier la victime, c'est jamais une bonne chose. Et nous, les professionnels, quand on le fait, on sait qu'il faut tout de suite utiliser des techniques pour ramener la personne ici et maintenant. Ça peut être des techniques assez simples. On va arrêter d'interroger sur c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. On va poser, tiens, regarde autour de toi et donne-moi 5 objets de couleur bleue dans cette salle. Et là, la personne, elle est un peu obligée de revenir dans ici et maintenant, en utilisant ses sens. La vue, tiens, est-ce que tu m'as donné 3 objets ou 5 objets de couleur bleue, est-ce que tu peux me citer 2 sons que tu es en train d'entendre? Souvent, il y a les sons des voitures, etc. Ou toucher une texture, tiens, ton vêtement. Ou si elle continue d'être un peu dissociée, on peut lui dire attends 2 secondes, est-ce que tu peux me dire 99 moins 7, combien ça fait? Puis on insiste, on la laisse dissocier. On la ramène ici et maintenant. Je vous assure que quand vous commencez à partir dans les soustractions, puis alors vous prenez le résultat à nouveau moins 7, vous pouvez pas rester dissocié. Parce que psychiquement, votre cerveau, on peut pas être à la fois en marche avant et en marche arrière sur une voiture. C'est pareil. Le cerveau, si vous le réengagez dans une activité ici et maintenant, il peut pas rester dans la mémoire traumatique, dans le passé, et ça va aider la victime. Donc, quand un débrief va ramener trop d'émotions, trop de vécu et donc de la dissociation, quand c'est possible, c'est parfois pas possible, parce qu'il y a des auditions qu'on peut pas interrompre, mais parfois si, on peut demander une pause ou un report, ou la faire en plusieurs fois, ou l'urgentiste qui parfois moi j'ai vu des pauvres victimes qui aux urgences, ils avaient l'externe en 4e année de médecine, puis
qui faisait raconter pendant 1 heure le viol, puis ensuite l'interne à peine plus âgé, expérimenté, qui faisait raconter, puis le médecin senior, puis ensuite la psychologue. Je veux dire, un truc à un moment donné, c'est très mauvais en fait ça. C'est très mauvais, donc il faut savoir dire ça c'est très compliqué. Je préfère en parler avec professionnels formés au psychotrauma parce que parfois on va un peu aggraver les choses. Bon, c'est un peu délicat parce que c'est pas simple à dire, mais en fait si. Il y a aussi par là beaucoup de personnes qui aujourd'hui, on est quand même dans cette ère MeToo et c'est une bonne chose que ça sorte du bois. Et en même temps, beaucoup de victimes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi se posent la question de « je sens qu'il y a quelque chose ». J'en ai parlé longuement avec Stéphane Alix dans une émission où il est parti lui-même, donc il témoigne de sa propre expérience à la recherche d'un trauma parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Donc, il avait en fait certainement tous ces troubles de stress post-traumatique tout au long de sa vie. Puis à un moment donné, il s'est dit, il faut que je sache ce qui s'est passé. Et puis, c'est une grande question que se posent beaucoup de gens en disant, est-ce qu'il faut que je traite finalement le symptôme, le trouble lui-même, ou est-ce qu'il faut quand même à un moment que je fasse ressortir tout ça pour comprendre ce qui s'est passé? Et il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui sont coincés un peu entre les deux. Oui, alors c'est une question vraiment difficile que vous posez et en même temps. Pardon de la mettre là, mais bien au contraire, parce c'est une belle question, elle est très importante et en réalité assez fréquente. Alors que faut-il traiter? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Si vous avez une sciatique, vous serez contente qu'on vous soulage tout de suite avec peut-être un anti-inflammatoire, des conseils simples, mais vous serez encore plus contente si on vous fait faire la kiné qui vous permet de remuscler le dos. C'est exactement la même chose, sauf que précisément quand le souvenir n'est pas là, qu'on sait quelque chose, qu'on sent, disons, intuitivement que peut-être quelque chose s'est passé, mais qu'on ne sait plus où ni quoi, parce que peut-être amnésie traumatique, là les choses deviennent plus compliquées. Alors, déjà, il y a les choses qu'il faut éviter de faire. C'est, là encore, les débriefs avec les gens qui connaissent pas très bien. Parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a pu avoir des problèmes, notamment avec l'utilisation de l'hypnose par des non-professionnels de santé bien formés au psychotrauma. Si vous avez quelqu'un qui fait de l'hypnose, qui a appris ça en 3 leçons sur YouTube et qui, sous hypnose, vous redemande 25 fois si votre grand-père vous a quand même pas tripoté à un moment donné, sous hypnose, vous êtes quand même influençable. Et ça peut créer ce qu'on appelle un faux souvenir. Ça existe. Ça a été bien montré. Des expériences intéressantes qui, on vous montre 15 photos de vous enfant dans des situations différentes. Et puis, l'une de ces photos a été manipulée. C'est un montage. On vous a mis dans une fête foraine avec un de vos oncles, mais en fait, vous étiez jamais là ce jour-là. Et puis, on vous montre ça. Et la première fois, on vous montre les photos. Vous dites non, ça je reconnais pas, je me souviens pas. D'ici, si vous étiez avec votre oncle, il vous avait amené, on vous raconte une petite histoire, la voiture était tombée en panne. On vous revoit 6 mois après en vous remontrant ces photos. Il y a pas mal de chances pour que vous disiez, ah oui, je me souviens vaguement. Je crois qu'il y avait une panne de voiture avec mon oncle. Donc notre mémoire, c'est quand même un processus dynamique qui peut reconstruire les choses. Donc déjà, il y a des choses, des approches, des techniques qui sont puissantes et il faut faire attention parce que mal utilisées, elles peuvent créer des dégâts. Par contre, et malheureusement, vous avez cité l'hypnose mal employée, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, évidemment. Voilà, des phénomènes de repartir dans des transes et Exactement. qui, en fait, malheureusement, sont pas maîtrisés par les personnes qui les mettent en place. Oui, ou simplement le psy qui est tellement persuadé qu'il va vous le répéter. Si vous faites 10 ans de psychanalyse avec quelqu'un d'un peu fou qui vous dit « mais si, bien sûr, votre grand-mère, c'est évident, votre grand-père, votre grand-mère, votre machin », à un moment donné, on peut tous finir par douter du réel. À l'inverse, il y a des techniques, et surtout quand elles sont maîtrisées, j'insiste sur l'expertise de professionnels de santé, dûment diplômés, formés, etc., qui peuvent parfois faire émerger des souvenirs. Alors, je vais pas rentrer dans le détail technique entre le MDR, l'ICV, intégration du cycle de vie, ou lifespan integration, d'autres techniques, où on sait que dans cette période-là de vie, il y a sans doute eu, parce que la clinique, la symptomatologie de la personne nous fait penser qu'il y a quand même quelque chose qui a sans doute été vécu, mais la personne a soit développé de l'amnésie traumatique, soit été très petit dans une période d'enfance qui était encore, etc. Et bien parfois ces techniques-là vont se centrer sur ces périodes de vie plus que sur un souvenir,
sur une période de vie, sur une ambiance globale, sur des souvenirs qui parfois vont petit à petit réémerger avec ces fameuses techniques de MDR ou d'intégration du cycle de vie et d'autres encore, et ou d'approche narrative. Flavie Flament le décrivait dans son très beau livre. Alors elle en parlait, donc c'est pas couvert par le secret médical. Au cours d'une séance, eh bien, elle savait que ces périodes de l'enfance avaient été très compliquées, et donc l'idée, ça avait été de regarder des albums photos de cette période de son enfance, et puis une photo était tombée, et d'un seul coup, elle s'était littéralement dissociée lorsque cette photo était tombée pendant un long moment, et puis c'est à ce moment-là que des souvenirs ont pu émerger, pas du tout induits. Moi, j'avais absolument aucune idée de ce qu'elle avait pu vivre, etc. Mais simplement elle face à cette photo. Donc, mais c'est pas donné à tout le monde. Et à l'inverse, j'ai d'autres patients ou patientes qui me disent, je suis persuadé, mais eh bien voilà, parfois au fond le cerveau nous protège aussi peut-être, ou parfois c'est trop ancien, trop enfoui, on était trop petits. On a tous aussi des mécanismes de déni puissants, doublés, qui parfois sont protecteurs. Et donc il n'y a pas de règle mathématique qui dirait telle technique marche chez tout le monde, il y a qu'à. C'est très complexe, très complexe. Ouais, c'est très complexe parce qu'effectivement, on dit que tout à l'heure qu'on essaye un peu d'éviter la dissociation quand tout va bien et que finalement la personne est là, elle est en sécurité. Et en même temps, le phénomène de dissociation est un mécanisme de protection aussi. Exactement. Ce mécanisme-là nous permet, dans une situation extrêmement traumatique, et bien au fond d'être sur ce mode un peu escape. D'ailleurs, souvent les victimes disent j'étais en dehors de moi, j'étais un peu déréalisé, dépersonnalisé, c'est-à-dire je regardais tout ça comme si j'étais à l'extérieur, un petit peu de loin. Ce mécanisme-là est protecteur. D'un seul coup, c'est plus vraiment moi. Je suis plus vraiment la personne qui est en train de vivre ça. Je suis un petit peu sorti de tout ça. Et puis l'amnésie traumatique, c'est aussi un mécanisme protecteur. Peut-être que si j'avais complètement connaissance et conscience avec les mots de la gravité de ce que je suis en train de vivre, je pourrais simplement pas l'intégrer. Je perdrais pied, j'irais me foutre en l'air, ou je deviendrais fou, je ferais une crise. Donc, ce mécanisme-là de mise à distance, de déconnexion du réel, déconnexion des émotions, peut être protecteur. Mais en réalité, comme toutes les stratégies, il a ses avantages et ses inconvénients. Et les inconvénients, c'est que ça n'est pas oublié, c'est stocké, mais ailleurs, quelque part. Et c'est ailleurs, quelque part, cette mémoire traumatique, elle peut revenir. C'est la fameuse malle au fond du grenier. On croit que c'est bien caché, on a mis des chaînes autour, et puis ça va revenir. Parfois, c'est au travers d'un rêve ou d'un cauchemar. Parfois, c'est bien des années après, en regardant un film, un documentaire, ou simplement par analogie. Voilà, cette odeur, cet endroit, ces lieux où j'avais pas mis les pieds, ça réouvre. Et la malle dans le grenier, les monstres sont toujours au fond. Et donc, nous, les psys, les thérapeutes, essayons d'aller jouer aux pompiers, de dire bon, on va essayer de traiter ce qu'il y a dans cette malle au fond du grenier. Et parfois, c'est pas juste la malle au fond du grenier, c'est l'enfant que nous étions lorsque nous avons vécu ça. Il faut aller chercher cet enfant et pas le laisser tout seul au grenier avec ses monstres, mais pouvoir le ramener dans un ici et maintenant beaucoup plus rassurant, où l'adulte qu'il est devenu ou qu'elle est devenue, cet adulte compétent, protecteur, efficace pour gérer les problèmes, et bien on va pouvoir aller lui prendre cet enfant par la main et lui dire non, je te laisse plus là tout seul et je m'occupe de toi maintenant. Et donc c'est un travail inverse de reconnexion à sa mémoire, à ses souvenirs, mais aussi et surtout à la personne. Au fond, on est toujours la somme cumulée, on est l'intégrale, on est l'air sous la courbe de tous nos états du moi successifs depuis voilà, comme des couches d'oignons. On n'est pas juste le moi de maintenant, on est plusieurs à l'intérieur, et ces états du moi successifs, et bien parfois on est resté bloqué. À ce moment-là, il faut aussi aller faire ce travail, d'aller chercher pas uniquement le souvenir, mais l'état du moi. Parfois, on voit d'ailleurs, c'est intéressant ces états du moi, parce que parfois le trauma est tellement fort que le moi va se fragmenter, comme un miroir qui se brise. Et parfois, dans les états de stress post-traumatique, les gens vont développer des personnalités multiples, des troubles d'identité, dissociatifs, où d'un seul coup, ils peuvent passer d'un état, et c'est pas si rare, des patients ou des patientes qui d'un seul coup
quand elles sont stressées ou qu'on évoque le trauma, vont reprendre une voix de petite fille et avoir un comportement un peu régressif, et puis après oublier un petit peu, ou être en tout cas un peu différent, comme si alors on est tous, moi j'ai toujours pensé qu'on était plusieurs à l'intérieur. Rimbaud disait je est un autre. Oui. On a tous des facettes différentes, on est tous on peut dans certains environnements être très adultes, dans d'autres régresser un petit peu, être un peu plus enfant à d'autres moments par an, mais aussi avoir différentes facettes. Eh bien, les personnes qui ont vécu des traumas très graves ont parfois une sorte de fragmentation comme ça de leur moi, et nous, on essaye patiemment de recoller, de réassembler les morceaux du miroir pour leur redonner un sentiment d'identité globale. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est de se dire que si ça a été couvert, cette boîte de Pandore d'amnésie traumatique pendant par exemple 20 ans, et puis que ça ressurgit d'un coup, comment est-ce que ça peut se manifester au quotidien? Comment le repérer et ne pas non plus le confondre avec d'autres symptômes? On sait par exemple que chez des femmes qui sont en période de péri ou de préménopause, il peut y avoir aussi des choses qui ressurgissent. Parfois, c'est aussi quand on détecte un enfant qui aurait des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, que nous, on peut se poser la question pour soi-même et qu'on voit qu'on compense moins. Oui. Alors on se dit, est-ce que ça vient de trauma? Est-ce que ça vient d'autres types de troubles? Tout ça, c'est très vaste en réalité. C'est souvent un long travail exploratoire, hein, vous faites bien de le dire, et parfois on arrive à trouver, parfois on ne sait pas. Je crois que c'est important aussi de voilà, les médecins sont pas, on n'est pas Dieu, hein, et parfois on arrive à trouver. Vous avez raison, toutes les situations que vous évoquez. Je pense aussi parfois aux naissances d'un premier enfant qui vont réactiver. On le voit beaucoup dans les situations d'inceste. Des souvenirs qui ressurgissent parce que d'un seul coup, la perception de la vulnérabilité de mon propre enfant et réactive quelque chose au même âge de la vie que le mien, quelque chose que j'avais, qui était resté quiescent, latent, etc. Mais là, c'est plus possible parce que cet enfant, il faut que je le protège. Et c'est ma responsabilité. D'un seul coup, on voit arriver des femmes qui sont pas bien, qui vont pas bien, qui déclenchent des états dépressifs, des troubles du comportement alimentaire, des addictions, des trucs un peu étranges. Alors, on part pas forcément du tout dans la direction psychotrauma. Et puis, à un moment donné, ça émerge. Moi, je pense à une patiente. En fait, elle, les souvenirs traumatiques sont revenus. C'est une femme d'origine chrétienne, pratiquante, etc. Et puis qui les souvenirs trauma de l'inceste de son grand-père, c'est revenu. Elle parlait pas à son psy, elle parlait à son prêtre en l'occurrence, ce qui est pas toujours une fonction très très éloignée finalement. Et elle est revenue en me disant, mais en fait, il s'est passé des choses. Voilà, je le sais, je l'ai senti. Et en même temps, et alors c'était compliqué parce que étant euh, euh, catholique, etc., il y avait toute la dimension du pardon et toute la volonté de ne pas détruire entre guillemets sa famille en révélant. Et donc là, ça a été précieux. Moi, c'était un échange très précieux de pouvoir discuter avec le prêtre et lui dire, écoutez, on va chacun s'occuper de notre partie. Moi, la partie médicale et psychologique, et vous, la partie spirituelle. Et il lui a fait beaucoup de bien en lui disant, non, mais il y a écrit nulle part dans l'évangile que si tu as subi des actes pédophiles, tu dois pardonner à ton agresseur. Et donc ça l'a beaucoup aidé d'avoir le point de vue du psy et le point de vue du prêtre pour l'accompagner dans son chemin à elle, qui était extrêmement complexe. Donc parfois, c'est aussi à l'occasion de périodes de vie qui correspondent à des moments clés qui vont réactiver. Oui. Et puis ce que vous dites me fait beaucoup penser à ce que me disait Toby Nathan en ethnopsychiatrie, de convoquer effectivement, alors lui dans son cas, ce sont des gens qui sont dans d'autres contrées, donc qui ont d'autres types de croyances, ou parfois il fait appel au sorcier du village, ou en tout cas à quelqu'un qui est capable de comprendre dans son ensemble ce qu'a pu vivre une personne dans un contexte donné. Donc là, vous, dans votre cas, c'était aussi avec le prêtre. Donc c'est intéressant de voir que il faut presque tout un village en fait pour guérir une personne. On dit pour élever un enfant, mais peut-être aussi pour le guérir finalement. Exactement, c'est-à-dire que la prise en charge de ces situations-là, elle doit être globale. Et eh bien au fond, la part spirituelle doit être aussi prise en compte. Les croyances individuelles, la culture, voilà, on peut pas saucissonner les gens entre d'un côté leur psyché, de l'autre leur religion, leur famille, etc. Tout ça interagit et bien parfois
le prêtre va faire partie de l'équation. Parfois, dans certaines situations, en effet, le sorcier du village, ou parfois le sage, le mythe du sage dans la famille, ça peut être une personne importante de la famille dont on sait que ça va être important pour le ou la patient d'aller lui parler. Et parfois, cette discussion avec telle personne de la famille va faire émerger aussi des formes d'interview d'un seul coup. Des secrets de famille vont être livrés qui n'avaient jamais été livrés. C'est un vrai travail d'exploration. Vous savez, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Ça me fait penser au film, je sais pas si vous l'aviez vu, un magnifique film qui s'appelle Valse avec Bachir, sur la guerre du Liban et comment la mémoire traumatique peut revenir. Et parfois, c'est en interrogeant des amis ou des proches ou des personnes de la famille, on reconstitue des choses complètement oubliées de notre histoire. Je vais me le noter, je ne l'ai pas vu. Donc merci pour la recommandation. Et puis quand même parler des thérapies, on en a parlé la dernière fois dans notre émission, mais qui ont tellement évolué quand même. On a fait des progrès immenses sur ces aspects-là. Vous avez cité le MDR qu'on peut faire avec, pareil, un praticien chevronné. Si c'est bien identifié qu'on est dans un cas de trouble de stress post-traumatique, sinon on risque de creuser le pli peut-être à nouveau. Je ne sais pas, l'ICV, l'intégration du cycle de vie aussi, qui est intéressant sur cette timeline. Quels sont les autres outils dont on pourrait parler? Toutes les thérapies autour des TCC, ACT également, peuvent être utiles? Exactement. Alors les thérapies, les TCC, en fait, on va faire des thérapies dites centrées sur le trauma. L'idée, c'est que quand on a vécu un facteur traumatique, on essaye d'éviter, en règle générale, tout ce qui va nous rappeler le trauma. Les lieux, les personnes, les situations, les odeurs, et même les souvenirs. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'en réalité, ça produit l'effet inverse. Si je vous dis, Anne, pensez à tout sauf à un ours blanc, vraiment faites l'effort de ne pas penser à un ours blanc, vous allez voir que ça va être difficile, vous allez penser à un ours blanc. Ça veut dire que quand on évite en penser quelque chose, en réalité, on le renforce. Donc, expliquer aux personnes que essayer d'éviter en permanence de penser aux souvenirs traumatiques, parce que souvent les gens croient donner un bon conseil en disant oublie, comme si c'était si simple. C'est comme dire ne pense pas à l'ours blanc. En fait, oublie. En réalité, on y pense encore un peu plus, ça va revenir encore un peu plus dans les flashbacks et dans les cauchemars. Donc on va faire une thérapie centrée sur le trauma, où on va apprendre à la personne à pouvoir réévoquer le trauma sans se dissocier. C'est pas du débriefing, c'est des thérapies très spécifiques où petit à petit les personnes vont avoir de moins en moins d'intensité émotionnelle. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a même des outils pharmacologiques qui peuvent aider à accélérer ces thérapies centrées sur le trauma. Les bêta-bloquants sont des vieux médicaments cardioprotecteurs, peuvent accélérer, au lieu de faire 10-15 séances, on peut avoir l'équivalent avec 4-5 séances. Et puis plus récemment, on est en train de tester avec dans différents centres de recherche l'utilisation des psychédéliques qui parfois en 1 ou 2 séances vont avoir des effets thérapeutiques majeurs. Alors, tout ça avec un encadrement médical. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller prendre des champignons tout seul dans sa cuisine. Il y a des drames, donc faut pas faire de bêtises. Mais dans des encadrements médicalisés, on a vu des gens qui parfois, des soldats en particulier, qui avaient des formes dramatiques de stress post-traumatique, qui après 1 ou 2 séances sous psilocybine ou sous MDMA ou LSD, ce sont mais encadrés avec une psychothérapie et un encadrement extrêmement précis, pouvaient avoir une rémission extrêmement spectaculaire de leur symptomatologie post-traumatique. Donc c'est important de dire aussi qu'il y a beaucoup de recherches et que ça bouge dans le domaine, que les avancées des neurosciences, mieux comprendre le cerveau, la neuroimagerie cérébrale qui permet de mieux voir aussi les éléments, les circuits, les réseaux neuronaux impliqués dans tout ça, donne beaucoup d'espoir, avec beaucoup de travaux de recherche actuellement, et donc de nouvelles pistes thérapeutiques pour mieux se soigner. Alors évidemment, quand je vous écoute, je repense, ça me fait tirer une ficelle sur le psychiatre qui est chercheur, qui a une chaire d'université à Lausanne, Jacques Besson, qui est, je ne sais pas s'il l'a toujours, et qui parlait, alors j'ai pas fait d'émission avec lui, mais je l'écoutais l'autre jour, qui parlait de la méthode AA, bien connue, des alcooliques anonymes. J'avais fait aussi une émission avec un autre, David Cavaros, là, sur cette méthode-là, sur les alcooliques anonymes, mais qu'on trouve évidemment dans tous les champs. Ça peut être les boulimiques anonymes, enfin voilà, il y a beaucoup de... Enfin, je dis pas ça pour vous, je dis ça pour nos auditeurs, parce que vous, j'imagine bien que vous connaissez tout ça par cœur.
et qui parle aussi quand même de ce phénomène très jungien dans cette méthode qui, à un moment donné, il y a l'invisible, il y a la spiritualité, il y a le mystère, il y a le ça qui s'invite, on ne sait pas trop, et qui peut guérir. Et c'est quand même assez interpellant. Alors, est-ce que c'est ce même phénomène qu'on cherche à recréer avec justement soit les bêta-bloquants, soit les psychotropes, quand c'est vraiment encadré médicalement? Est-ce que c'est un peu ce même type de phénomène qui s'invite ou c'est autre chose encore là? Là aussi, c'est une super question. Vous posez des super questions. On a pu montrer que l'effet thérapeutique de l'utilisation des psychédéliques dans le stress post-traumatique, mais aussi dans certaines addictions sévères comme l'alcoolisme, et bien que la puissance de l'effet thérapeutique était directement corrélée, associée à la dimension mystique de l'expérience. C'est-à-dire que plus les gens vont vous dire, même des gens qui ne croient pas en Dieu, plus les gens vont vous dire pendant mon trip, j'ai eu une expérience mystique, philosophique extrêmement forte. J'ai eu ce sentiment océanique qui a été décrit, qui a été repris par Freud. J'ai eu ce sentiment de fusionner avec le cosmos, de faire un grand tout. J'ai eu ce sentiment de dissolution de l'ego, c'est-à-dire que moi a foutu le camp. C'était plus moi. J'ai senti que tout ça était une grande vibration, que l'univers danse. Plus les gens vont vous dire ça, plus ils ont un sentiment d'avoir vécu quelque chose d'une grande intensité mystique, avec souvent un avant-après dans leur vie, et bien plus les effets thérapeutiques sont puissants. Et aller expliquer le pourquoi du comment, on essaye. Certains vont vous dire mais non, c'est la chimie du cerveau, d'autres vont vous dire c'est la prise de conscience, c'est le caractère antéotique de l'expérience. Antéotique, ça veut dire de rencontre avec Dieu. Ce Dieu peut être, comme Spinoza, uniquement la nature, hein, peu importe. Oui. Ce grand tout, en tout cas, eh bien, en tout cas, ça clairement, ça fonde l'une des dimensions de la puissance thérapeutique de l'expérience, et qui est d'ailleurs très liée à ce qu'on appelle le set and setting, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on était pendant l'expérience, et donc aussi l'accompagnement. Le médecin, comme autrefois le chaman qui accompagnait dans l'expérience de transe mystique, eh bien, il joue un rôle crucial parce que le médecin, le psy, doit être extrêmement formé. Si vous avez quelqu'un qui est revêche à côté de vous, vous avez le médecin ou l'infirmier revêche qui est pas sympa, etc. pendant le trip mystique, ça n'aura pas du tout les mêmes effets thérapeutiques. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui prennent des tas de cochonneries, des tas de substances dans des fêtes, dans des transes, etc. de LSD. Ça guérit pas leur trauma, hein. Donc c'est pas uniquement le psychédélique, c'est l'expérience, le vécu et l'accompagnement psychothérapique pendant ce moment qui va durer quelques heures et qui est très particulier. Et d'ailleurs, on pourrait faire le lien peut-être en affirmant, j'en sais rien, hein, c'est que inconsciemment peut-être l'être humain sait que ça pourrait l'aider et va chercher parfois dans une forme de bypass spirituel chez des grands traumatisés des solutions, mais sauf qu'ils les cherchent pas forcément au bon endroit parce qu'ils tombent dans des trucs de dérive et qui vont précipiter une perte au lieu de les guérir parce que cette expérience, en fait, elle est assez complexe finalement à reconstituer en réalité. Bien sûr. Tout à fait d'accord, et je n'aurais pas dit mieux que vous. Bon, merci en tout cas. Alors, pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, on pourrait discuter vraiment des heures, parce que c'est à la fois très utile et vraiment passionnant. Vous parlez quand même dans un modèle de déconstruction, quand on a des symptômes comme des cauchemars, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous proposez un modèle que vous appelez le modèle DRAW, D-R-A-W, qui est un acronyme, pour quand même noter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas à la fois repartir dans le trauma, mais en même temps chercher à déconstruire? Alors, il y a d'autres méthodes dont vous parlez très bien dans votre livre. On avait parlé la dernière fois. Il y a aussi la méthode AFFECT, encore un acronyme que vous avez, attention focale et flexibilité émotionnelle et cognitive. Peut-être qu'on donnera d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, si vous êtes d'accord, l'exercice. Hein, on partagera avec nos auditeurs. Mais peut-être revenir sur le modèle DRAW. Oui. Alors, sans rentrer trop dans les détails techniques, l'idée, c'était de dire, les gens qui ont vécu des facteurs traumatiques, l'un de leurs symptômes majeurs, c'est les cauchemars répétitifs toutes les nuits, et c'est pas juste faire des cauchemars comme on en fait tous, c'est que ces cauchemars sont tellement traumatisants qu'à un moment donné, ils ont presque plus envie de dormir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils deviennent insomniaques, ils font tout ce qu'ils peuvent pour fuir le sommeil parce qu'ils vont revivre la nuit, leur trauma toutes les nuits. D'accord? Donc c'est vraiment, il faut quand même comprendre que du coup, la nuit est un moment absolument terrifiant.
Et donc, il s'agissait d'essayer de trouver des outils qui pouvaient aider. Ça a été notamment beaucoup le cas, vous savez, lorsqu'il y avait eu les tours jumelles de Manhattan, tous ces enfants qui avaient vu leurs parents sauter et qui faisaient des cauchemars répétitifs. Et là, l'idée, c'était de dire, on était parti sur des techniques de répétition d'imagerie mentale en disant, en fait, on va prendre le début de l'image traumatique, l'enfant qui voit son parent sauter, et puis on va lui demander d'imaginer une fin où ça se termine bien. Et par exemple, d'un seul coup, le parent, il se transforme un peu en Superman, et puis il est capable de s'envoler, etc. Bon, l'enfant, il savait très bien que le parent était mort, mais l'idée, c'était de lui donner un petit outil qui lui permette de mieux dormir la nuit, de mieux s'apaiser. Puis on faisait visualiser ça. Ben, l'idée, ça a été un petit peu de réutiliser ces techniques-là pour, d'une certaine façon, donner un petit coup de pouce à notre inconscient. La nuit, il travaille pendant les rêves, etc. Et au fond, le cauchemar, c'est comme un bug. Je n'arrive pas à intégrer ce drame. Je rebute toutes les nuits sur comme un email avec une pièce jointe trop volumineuse qui viendrait embouteiller on a tous vécu ça, qui viendrait bloquer la boîte d'email. Ben là, on va donner un petit coup de pouce, on va aider à reconstruire la fin de l'histoire et de lui donner un sens qui soit un sens plus acceptable. Et c'est ce protocole-là que j'ai décrit pour que justement, et c'est assez incroyable, c'est vraiment une méthode, c'est pas magique, il y a des gens chez qui ça marche mieux que chez d'autres, mais c'est quand même une méthode d'une efficacité pour l'avoir vraiment beaucoup utilisée, qui peut vraiment soulager les gens, et pas que les enfants, mais aussi les adultes. J'en avais parlé aussi je ne sais pas si vous le connaissez, avec Benjamin Putois, qui est psychologue, psychothérapeute, je ne sais plus, à Lausanne, qui fait de la recherche aussi en neurosciences sur les cauchemars. Oui, c'est vraiment une méthode. Moi, je pense que vraiment les professionnels de santé devraient se former à ça, parce que c'est une méthode toute simple. Même les pédiatres d'ailleurs, parce qu'ils ils entendent beaucoup les cauchemars de leurs petits patients, parce qu'elle est très simple et elle est vraiment très efficace. Y compris pour des cauchemars en apparence anodins, qui peuvent être aussi le revécu de la naissance, voilà, qui ne sont pas forcément une agression sexuelle extérieure. Ça reste une agression extérieure pour celui qui l'a vécu, mais en tout cas, oui. Ou qui pour peut un être deuil. vécu comme tel. Exactement, ou pour un deuil, où d'un seul coup, je vais, plutôt que la personne que j'ai perdue vient et est un peu fantomatique et etc., je vais retransformer ça en un dialogue agréable, où au fond, proche d'ailleurs sans doute de la réalité de ce que la personne me dirait si elle m'aimait. Oui. C'est ça. Alors, dans votre livre, on finira là-dessus. Votre programme, vous proposez un programme pour les 5 prochains jours. Vous proposez une session affect, par exemple, le matin. Vous proposez un rescripting, là, dont vous avez parlé, des séances avant de s'endormir, de l'actif physique, de l'éradication des stratégies d'évitement, de l'évaluation de son état pour repérer les flashbacks, les ruminations. Donc, c'est vraiment passionnant, hein. Et puis, des techniques de report. Ça, peut-être dire ce que c'est-à-dire quand ça se présente à notre esprit, on essaye non pas de l'éviter, mais de... expliquez-nous peut-être succinctement quand même. Eh bien, c'est pas très éloigné des techniques de recadrage des ruminations dont on parlait tout à l'heure au début. Vous savez, le premier chapitre sur « Vous n'êtes pas le valet de vos soucis ». C'est-à-dire, on peut essayer de recadrer, de consacrer un moment, au même titre que quand on a, moi je sais pas, à gérer un problème qui se présente, on va consacrer un moment à ce problème-là, mais on va pas être sans arrêt en train de le ressortir, le rabâcher, et bien se dire, on va essayer de recadrer et de recentrer. On va s'autoriser à un moment pour réévoquer le souvenir, mais pas non plus en permanence tout le temps. Exactement comme avec le retraitement des ruminations, avec le recadrage des ruminations. Mais là, je proposais un outil un peu plus spécifique parce que, évidemment, c'était l'idée des protocoles pour chaque type de situation, parce qu'évidemment, on va pas traiter de la même façon des problématiques de crise de boulimie et des problématiques de TOC ou de stress post-traumatique. L'idée des protocoles, c'était, au fond, notre sensibilité au stress peut s'exprimer sous des visages fort différents. Certains vont développer des symptômes d'anxiété, d'autres de déprime, d'autres vont mal dormir, d'autres vont avoir des addictions, et d'autres vont avoir des TOC. Eh bien, adaptons un peu les protocoles en fonction de ces différents visages.
Voilà, c'est ça. Et puis peut-être, j'ai envie de conclure cette émission par la fin de votre ouvrage où vous dites, on peut dire ça aux gens qui nous ont écoutés de la même manière. Vous nous avez écoutés, vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, la flemme, c'est ce que vous dites dans votre livre. Dans ce cas, refermez tout de suite ce livre. C'est pareil pour ce podcast. Peut-être dans ce cas, laissez-le de côté. Et puis vous le reprendrez peut-être un jour quand vous serez prêt. Mais quand même, souvenez-vous que demain n'existe pas. On reste toujours aujourd'hui, tous les jours de notre vie, vous dites. Alors ça, j'aime beaucoup, parce que c'est une sagesse et une philosophie là-dedans. Et puis, qui veut comprendra derrière tout ça ce qu'il y a. En tout cas, ce fabuleux livre, merci infiniment de l'avoir écrit, parce qu'il aide énormément de personnes. Je le disais, vous l'avez traduit dans combien de langues ? 4-5 langues déjà ? Il a été traduit ? Oui. Mais merci à vous, vraiment. Donc, c'est vraiment un outil précieux à avoir à la maison, et d'autant plus, si vous ne l'avez pas, là, vous pouvez vous procurer la version augmentée avec cette partie, ce 5e protocole sur les traumas. J'en rappelle le titre, Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime, qui est à découvrir aux éditions Marabout. Il fait à peu près 300 pages, mais on peut le prendre, comme vous l'avez très bien dit, aussi en fonction de sa problématique, le protocole qui nous intéresse. Merci infiniment, docteur David Gourion, et à une prochaine fois, j'espère. Merci. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast, et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.